sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Oh là 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 là. Bonjour, bonjour. Je ris parce que c'est quand même pas très naturel de se faire applaudir quand on arrive quelque part, mais ça me fait toujours beaucoup de bien. Vous méritez. Ouais, bon, je sais pas si je mérite, mais en tout cas, vraiment, ça fait plaisir. Bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Bonjour tout le monde. Bel et Bien Ensemble, c'est votre rendez-vous bien-être quotidien sur France 2. Si vous connaissez pas l'émission, je préfère vous prévenir, vous serez accro. Dans à peu près 40 minutes, vous ne pourrez plus vous en passer. Je suis tous les jours accompagnée de Sarah Cadour et d'Arnaud Loquet, qui sont à ma gauche. Du public qui m'obéit au doigt et à l'œil. Regardez, stop, après, stop. Eh oui, les gars, c'est comme ça que ça se passe ici. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à ces douleurs insidieuses, invalidantes, contraignantes, qui tapent sur les nerfs et qui mettent en péril notre bien-être. Ce sont les douleurs d'épaule. Alors dans les douleurs d'épaule, il y a les tendinites, il y a les capsulites, il y a les bursites, il y a tout ce qui est en hit. Il y a aussi les traumatismes. Et ces douleurs d'épaule, elles sont souvent tues. Et elles transforment le quotidien en véritable épreuve. Chez les femmes, elles surviennent fréquemment autour de la cinquantaine, comme d'habitude. Pourquoi cette articulation est si fragile et pourquoi est-ce qu'elle peut devenir douloureuse? Et si nos épaules stockaient, sans même qu'on s'en rende compte, toutes nos tensions, toutes nos émotions aussi, jusqu'à nous faire souffrir en continu? On va répondre à toutes ces questions dans cette émission. Et au menu ce matin, pour nous aider à mieux comprendre ces douleurs spécifiques de l'épaule, on va accueillir la plus rock des urgentistes. C'est Abigail Deby qui sera avec nous. Alors avec elle, je vous préviens, fini le fatalisme, place aux explications claires, aux gestes qui soulagent et aux réflexes qui changent tout au quotidien. On pourra faire de la prévention aussi parce qu'on n'aura pas tous des douleurs aux épaules si vous regardez cette émission et que vous ne sentez rien. On vous emmène en Belgique à la découverte d'une nouvelle technique médicale pour faire disparaître les douleurs d'épaule, l'embolisation. On vous dit tout dans quelques instants sur cette technique qui est assez novatrice et comme ça vous en saurez plus bien sûr. Et si pour soigner ces épaules qui nous font tant souffrir, il fallait commencer par écouter la douleur. On reçoit Marie-Hélène Delmotte qui est médecin spécialiste de la douleur. Qu'est-ce que ces souffrances aux épaules essaient de vous dire? Est-ce que le corps parle à travers elles? On va en parler dans quelques instants. Et puis on aura le plaisir de retrouver M. ton kiné, bien sûr, sur ce sujet. Il va venir nous partager ses meilleures techniques et conseils pour prendre soin de ses épaules au quotidien. Parce que mieux vaut prévenir que guérir, je le disais à l'instant. Sarah, je suis sûre que malgré des douleurs aux épaules, les Français vous font la hola, même quand ils souffrent de capsulite extrême. Vous êtes mignonne, mais en général, vous le savez, ils tentent de s'enfuir. Ah, bon, en tout cas, pareil. ce matin, c'était moi qui avais mal à l'épaule. Je suis tombée sur un Français qui était beaucoup trop grand et j'ai trouvé la solution. Vous allez voir. Oui. Super, dis donc. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vais avoir une capsulite, quoi. Non, mais je te jure, j'ai hyper mal. Viens-toi au micro parce que je sens que si je lève, je vais pas tenir toute la journée. Comment ça va aujourd'hui? Ben ça va très bien et toi? Super. Est-ce que vous aussi, vous avez des douleurs de temps en temps? Ça m'arrive très très souvent. Des douleurs où? Souvent au genou. Pourquoi des douleurs aux genoux? Parce que je marche beaucoup. J'en peux plus de moi. Oh non, nous, on en peut encore de voir, Sarah, je vous le dis tout de suite. Ah là là. On a une témoin dans le public Oui, qui a mal aux carrément. épaules ou quoi? Absolument. Brigitte, vous souffrez ce qu'on appelle une épaule gelée. Donc cette capsulite, c'est une raideur, une inflammation que vous avez dans l'épaule qui la rend raide, hyper douloureuse. C'est un mal qui n'est pas vraiment connu et qui touche particulièrement les femmes. Et vous, c'est un vrai cauchemar depuis 15 ans parce qu'il vous empêche de dormir et plein d'autres symptômes. Donc on va en parler avec vous tout à l'heure. Merci d'être avec nous, merci de venir témoigner, Brigitte. Sarah, je vous laisse ne pas trop toucher Brigitte parce qu'on ne sait jamais, il ne faudrait pas la rendre plus mal. Alors, une douleur à l'épaule, c'est tout notre bien-être mental, mais aussi social qui en prend un coup, bien entendu. Alors, comment préserver ce point stratégique de nos émotions et surtout, que faire pour les soulager et les guérir quand elles sont en souffrance? Pour en parler, on accueille tout de suite Abigail Deby, notre urgentiste préférée. Coucou Abigail. Merci d'être avec nous. Alors, on a bien besoin de vos lumières. Première question, pourquoi peut-on dire que les épaules sont le centre de nos émotions?
Parce qu'il y a un lien très fort entre les tensions musculaires et le stress. En fait, quand on est stressé, les muscles vont se contracter, vont être hypertoniques. Donc déjà, on va prendre des positions un peu vicieuses, notamment les épaules qui vont se relever. Et les muscles des épaules et du cou font partie des premiers muscles qui vont être activés par le stress. Donc les scapulaires, les muscles, les trapèzes, etc. Tout ça va se contracter. Et par ailleurs, le stress augmente la sensibilité à la douleur. Et donc, ça peut pérenniser des douleurs et devenir assez invalidant. On sait que pour les douleurs d'épaule, dans 60 à 80% des cas, il y a un facteur psychosocial qui est documenté et que 50% des patients qui ont un stress chronique ont une ou des douleurs chroniques dans les épaules. Et c'est pour ça qu'on dit tu portes beaucoup de choses sur tes épaules. Hein, peut-être que tu t'en rends pas compte, hein, Abigail. J'ai Oui, tout à l'impression fait. que il y a un lien très vous-même, fort. Ouais. vous-même, vous portez beaucoup de choses sur vos épaules. Non, Quand tout va on est bien, soignante tout va bien pour moi. aussi. Allez, vous allez voir, on va répondre à ces questions que tout le monde se pose. Une possédée, Sarah. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais là, il m'est arrivé quelque chose de. Vous êtes de possédée, fou. Agathe. Est-ce que vous êtes souple des épaules, vous? Moi, je pense que ça va pour le Ouais, moment. Regardez. Ça va. Ok, super. Et vous êtes pas mal? Eh ben, pas comme les Français que j'ai rencontrés, Ah Agathe. zut. Regarde. Aïe, aïe, aïe. Quand vous avez des douleurs, elles se logent où généralement? De la nuque et du dos et des épaules. Bah partout. J'ai mal partout, aux épaules, au dos, aux jambes, parce que je suis ancienne aide-soignante, donc du coup, voilà. Comment vous expliquez ces douleurs aux épaules? Bah, parfois, je fais beaucoup de montage en tant que créateur de contenu. Donc, position assis, avec mon téléphone petit en vrai. Je porte des gros sacs, je fais aussi du sport, puis parfois quelques soucis du stress et ça se cristallise, donc c'est les épaules qui prennent. On dit souvent que nos épaules portent le poids du monde. Est-ce que vous pensez que nos émotions peuvent se répercuter sur nos épaules? Bien sûr, là très récemment j'ai massé, parce que je suis masseur aussi. Vous allez toucher un peu mes épaules et me dire si moi je porte l'atlas sur mon dos. Ça, ça a l'air un petit peu tendu quand même. Ouais, très Ça fait tendu. beaucoup de charges. Oui, Ouais. des charges émotionnelles surtout. Le corps et l'esprit indissociables. Vous portez des choses sur vos épaules en ce moment? J'essaye, moi, de travailler là-dessus parce que j'ai déjà trop porté et je me suis rendu compte que mon corps ne pouvait plus suivre. Si vos épaules pouvaient parler, elles vous diraient quoi? Muscle-moi un petit peu plus. Sollicite-nous un petit peu moins. Merci d'avoir ralenti. Et va un peu plus au yoga quand même. Elle me dirait parfois merci et parfois t'as merdé. Arrête de mettre des sacs. Mais je suis une femme, comment vous voulez que je fasse lourde? Mettez des bananes. Voilà. Ouais, mais des bananes, on est des femmes. Du coup, vous mettez où votre gros portefeuille avec toutes les cartes de fidélité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ces douleurs, pour pas qu'elles arrivent? Je pense qu'il faut faire du sport quand même pour solidifier entre guillemets son corps. Le sport vraiment encadré et plus précisément le renforcement musculaire. Le yoga, franchement, c'est top. Ou le limbo. Ou le limbo, voilà. Aussi pour les épaules, c'est génial. On va partir en limbo. Allez, c'est parti. Et voilà, elles sont parties en dansant, c'est fantastique. Merci beaucoup, Sarah. Brigitte, on l'a dit tout à l'heure, vous avez développé une capsulite. Ça fait 15 ans que vous souffrez de ce calvaire, quoi, parce que je crois que ça vous fait extrêmement mal au quotidien. Comment c'est venu et comment ça se manifeste alors? Alors, c'est venu, j'allais dire tout bêtement, comme beaucoup d'accidents domestiques. Je suis tombée de ma hauteur sur une plaque de verglas. Aïe, 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 aïe. Et donc, j'ai eu divers problèmes avec une fracture de l'épaule. Mais c'est surtout que j'ai développé cette capsulite. Et Après que la fracture pendant a qu'elle été soignée. Voilà, pendant que ça se consolidait, malheureusement, j'ai développé cette capsulite. Le plus embêtant, c'est les douleurs, jour et nuit. Même la nuit, il faut prendre des coussins pour caler l'épaule et tout. Et dans la journée, j'ai été obligée de revoir un peu ma vie quotidienne. J'avais les cheveux très, très longs. Il a fallu que je les coupe parce que se coiffer, se laver les cheveux, c'est problématique. Dans ma cuisine ou dans mon dressing, tout ce qui était en l'air, j'ai descendu. Conduire trop longtemps, tenir un volant, ça paraît bête, mais et passer les vitesses, c'est compliqué. Et puis dans la vie de tous les jours, tenir un téléphone, même la souris et le clavier, ça devient vraiment un problème. Et alors après, comme on a mal à droite, on compense par la gauche. Donc, on a encore plus mal à gauche qu'à droite. On a mal au cervical, quoi. Bref, c'est un enfer jour et nuit. Alors, oui, parce que la nuit, en plus, la douleur est très vive aussi. On a du mal à dormir. Enfin, c'est ça. On comprend à quel point on a besoin de son épaule pour vivre, en fait. Hein, c'est incroyable. Oui. Abigail,
Vivre avec une capsulite, on le voit très bien avec Brigitte, c'est un enfer. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est une capsulite et qu'on puisse aussi reconnaître les premiers signes, les premiers symptômes? Oui, bien sûr. Alors, la capsulite, en fait, c'est une pathologie inflammatoire bénigne, mais très douloureuse, de l'épaule et d'une zone en particulier qui s'appelle la capsule gléno-humérale, qui va devenir fibrosée. Or, la fibrose, c'est du tissu non fonctionnel. Elle va s'épaissir et s'enraidir, en fait. La capsule gléno-humérale, en fait, c'est un sac fibreux. C'est une enveloppe, en fait, qui protège l'articulation de l'épaule, qui relie l'humérus et l'omoplate et qui protège l'articulation. Et au fur et à mesure, elle va s'enraidir. Et du coup, les premiers signes, ça va être une altération des mobilités. Vous l'avez très bien dit. Les mouvements qui vont être le plus altérés en premier, ça va être l'élévation de l'épaule, l'abduction, c'est-à-dire écarter le bras du reste du corps, et la rotation externe, c'est le mouvement qu'on fait par exemple quand on veut ouvrir une porte. Et ça, petit à petit, au fur et à mesure qu'il y a l'inflammation, la raideur qui s'installe, on est de plus en plus limité. Et donc, il y a deux types de capsulites. Il y a la capsulite primaire, où il y a des facteurs de risque, on va en reparler, mais parfois il n'y a pas de cause. Et il y a ce que vous avez décrit aussi, qui est la capsulite secondaire, c'est-à-dire quand la zone a été traumatisée par une chirurgie, par une fracture, par n'importe quelle pathologie, ou même après une chirurgie parfois du thorax, eh bien, ça crée une inflammation dans la zone. Et parfois, de façon séquelaire, on va développer cette capsulite qui est quand même très, très invalidante. Ça dure combien de temps, typiquement, une capsulite? Il y a des phases bien définies ou pas? Ah oui, alors le problème de la capsulite, même si c'est bénin, le problème c'est que c'est long quand même. Alors en fait, il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase inflammatoire, qu'on appelle aussi freezing. J'aime bien placer des petits mots d'anglais. C'est la pire parce que c'est la phase inflammatoire, douloureuse, où en fait le tissu qui va s'inflammer, c'est ce qu'on appelle la synoviale. En fait, c'est la membrane qui entoure l'articulation et qui normalement produit un liquide un peu gélatineux qui protège l'articulation et qui la rend aussi plus souple. Et ça, c'est vraiment la phase la plus douloureuse. Celle-là, elle peut durer 6 à 9 mois, ce qui est déjà quand même très long. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de raideur, où en fait le tissu progressivement devient fibreux et donc non fonctionnel, où on va être très très handicapé. C'est moins inflammé, mais là l'épaule elle est quasiment bloquée. Ouais, voilà, elle est vraiment bloquée. Et donc ça peut durer 9 à 12 mois. Et après, la phase de récupération, c'est 6 à 24 mois, c'est très long aussi. Mais là, petit à petit, heureusement, ça cicatrise, le tissu se remodèle et on va regagner petit à petit en amplitude articulaire. On sait que chez les patients diabétiques, ça prend plus de temps. Quand même, la bonne nouvelle, c'est que dans 80-90% des cas, on va en guérir sans séquelles. Les séquelles, c'est 10-15% des cas. Et après, il y a des risques de développer une capsulite contralatérale, mais ils sont faibles, on le verra aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager la douleur, alors Abigail, et maximiser les chances de récupération? Alors, à la phase inflammatoire, évidemment, il faut soulager les symptômes. Donc, ça va être des traitements antalgiques. Je ne conseille jamais l'automédication, parce que les médicaments contre la douleur, on a l'impression que certains sont en vente libre et qu'on peut se servir et faire un petit peu sa sauce, mais ce n'est pas le cas. On peut utiliser par exemple des anti-inflammatoires, mais c'est en cure courte et toujours avec l'avis d'un médecin, parce qu'il y a plein de contre-indications, il y a plein d'effets secondaires. Donc ça, c'est la première chose. Des médicaments antalgiques adaptés avec un médecin généraliste. Si ça dure, un médecin spécialiste de la douleur, un rhumatologue. Premier élément. Après, parfois, on peut faire des infiltrations directement de corticoïdes, puisque c'est un effet anti-inflammatoire directement dans l'articulation. Mais ça doit s'intégrer dans un plan de soins global, parce que c'est un effet, certes, en aigu, ça soulage bien, mais c'est un effet temporaire. Parce que le pilier central, en fait, ça va vraiment être ce qu'on appelle la physiothérapie, c'est-à-dire le travail qu'on va faire auprès d'un kiné, à la fois pour soulager les douleurs, pour récupérer des amplitudes articulaires, pour apprendre aussi à utiliser son épaule sans se faire trop mal, apprendre les gestes qui sont contre-indiqués, être plus dans l'ergonomie pour avoir des gestes du quotidien. Et puis le kiné va pouvoir nous apprendre aussi des petits gestes à faire tous les jours pour se rééduquer nous-mêmes en dehors des séances, 5 à 10 minutes tous les jours. Et là, petit à petit, on va pouvoir faire ça. Et puis, dans de rares cas, parfois, il y aura un traitement chirurgical. Heureusement, l'immense majorité des patients n'a pas besoin d'un traitement chirurgical. On va faire ce qu'on appelle une libération articulaire sous arthroscopie. En fait, on va sectionner le tissu des parties des tissus fibreux pour libérer la capsule. Et ensuite, on les arrache. Voilà. Et ensuite, on les découpe au cutter. C'est ce qu'on Oui, bonne chance à vous, Brigitte. Voilà. Ouais. Et surtout, parce qu'à force d'avoir essayé beaucoup de choses et vu la durée exceptionnelle, si je puis dire, je me demandais s'il n'y avait pas quand même un facteur psychosomatique. Eh bien, on va en parler, bien sûr. On va parler. On a dit tout à l'heure que effectivement, les épaules étaient un peu le siège de nos émotions. On va vous expliquer pourquoi. Merci en tout cas, Brigitte, d'avoir témoigné. Ouvrez bien grand vos oreilles. Merci, Abigail. On a plein de solutions encore à vous proposer. Vous allez voir, n'est-ce pas, Arnaud, mon chou? Bien sûr. Ah oui, il ne peut pas dire non de toute façon. Vous
ça va vous faire super plaisir parce que vous savez où on est allé tourner? Dites-moi. À l'hôpital universitaire de Bruxelles. Ah là là, la maison. Oh oui, home sweet home. Et là-bas, ils ont développé je ne vais pas le faire tout le Non. temps. J'aurais Non, pas ça votre va niveau. les énerver, ils c'est détestent ça, exactement. et à juste titre. Absolument. Donc là-bas, ils ont développé Allez-y un donc. tout nouveau geste chirurgical. C'est une technique qui va révolutionner la prise en charge de cette capsulite. Pauvre Marie. À 25 ans, son épaule est déjà toute rouillée et les gestes les plus simples de son quotidien deviennent une véritable torture. Son angoisse, souffrir d'une capsulite rétractile dans les prochaines années. Alors, elle a voulu rencontrer le docteur Bourguignon, un chirurgien qui propose une nouvelle chirurgie mini-invasive, l'embolisation. Ni une, ni deux, Marie saute dans un taxi, où ça aussi, c'est pas simple avec une épaule fatiguée, direction l'hôpital Erasme à Bruxelles. Et avant de pénétrer dans le bloc opératoire pour tout savoir sur cette opération révolutionnaire, intéressons-nous au parcours de soins des patients souffrant de l'épaule avec Geneviève Philippe, infirmière responsable de la gestion de la douleur au cœur de la clinique. Enchantée. Enchantée. Donc votre mission, c'est d'accompagner les patients souffrant de capsulite avant la chirurgie, c'est ça? Oui, tout à fait. On a une équipe pluridisciplinaire, la kiné, qui est vraiment très très importante par rapport à la mobilisation, et les psychologues sont vraiment des personnes clés par rapport à l'aide de la prise en charge, qui n'est pas que médicamenteuse. Est-ce que le stress peut engendrer une capsulite chez un patient? Il y a des études qui prouvent absolument que les chocs émotionnels, le stress ou des traumatismes, si le patient a déjà une fragilité, ça peut engendrer une capsulite, absolument. Et dans l'arsenal thérapeutique, pour soulager les douleurs, qu'est-ce qu'il y a? Alors, donc, il y a les médicaments, des anti-inflammatoires. On a aussi tout ce qui est la thérapie par le chaud, la thérapie par le froid, éventuellement de l'acupuncture, de la mésothérapie. La mésothérapie, c'est? Ce sont des petites injections qui font que ça arrête la transmission de l'information douleur à notre cerveau. Hélas, quand ces traitements ne suffisent pas, la chirurgie s'impose pour les patients. Marie arpente alors les couloirs, enfin les routes de l'hôpital, comme on dit ici, pour rencontrer le spécialiste de l'embolisation, le docteur Bourguignon. Bonjour docteur. Bonjour. L'embolisation, en quoi ça consiste? Quand on a une inflammation chronique, on va avoir une néovascularisation et une néo-innervation. Et donc ce sont des vaisseaux anormaux et des nerfs anormaux qui vont donc mener à une inflammation chronique et à un cercle vicieux. L'idée de la procédure, c'est de venir boucher uniquement les artères anormales. On pique au niveau de l'artère radiale et on monte un très fin cathéter pour remonter jusqu'au niveau de l'épaule. Une fois qu'on est au niveau de l'épaule, on va cathétériser certaines artères précises. Par exemple, sur ces images, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un paquet ici de vaisseaux complètement anarchiques, anormaux. Sur l'image de droite, après injection des particules, on voit que on a vraiment une disparition de ces vaisseaux anormaux tout en gardant préservées les artères principales. Donc juste avec un tout petit trou au niveau du poignet, ça nous permet de diminuer de manière importante la symptomatologie de la patiente et donc c'est ça qui est intéressant dans cette technique. Combien de temps dure l'intervention? Est-ce que c'est rapide, long? Alors ça dépend parce que l'anatomie vasculaire varie d'un sujet à l'autre. En règle générale, c'est des interventions qui durent 1h30, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils rentrent le matin, on fait l'intervention et le patient peut sortir en fin de journée. Ça fait pratiquement 1 an que vous développez ce protocole. Quels sont les retours des patients que vous avez traités? Alors pour l'instant, on est à plus ou moins 3/4 des patients qui ont quand même une amélioration de la symptomatologie douloureuse et une amélioration de la mobilité de l'épaule. Donc c'est quand même des résultats assez encourageants. Voilà, ça ne fait qu'1 an et donc on avance. Tout s'est bien passé. On va voir comment vous évaluez dans l'après-midi. Si tout se passe bien, vous pourrez... Eh ben, je vais vous dire, ils sont à la pointe. Ouais, Franchement, les c'est remercier, incroyable. je pense, Ouais. les gens de l'hôpital universitaire de Bruxelles. Merci de nous avoir reçus surtout. Et vraiment, développer cette embolisation, ça va vraiment ouvrir la voie à des patients qui sont dans une véritable impasse. Hein. Je pense que vous devez le constater aussi. Quand tu tournes en rond et que tu n'arrives pas à te soigner, ça va améliorer leur qualité de vie. Donc, c'est chouette. C'est vrai qu'il y a une grande question de prise en charge quand même de ces douleurs d'épaule. On ne sait pas trop vers qui se tourner et c'est un peu la jungle. Donc, on va faire un peu le point tout au long de cette émission. Sarah. Oui, je lève l'épaule. Delphine a une question pour Abigail. Est-ce que la capsulite peut revenir plusieurs fois dans une vie? Alors, le risque de récidive sur la même épaule, il est très faible. Le risque de récidive sur l'épaule contralatérale, il est d'à peu près 15%.
Après, il faut bien distinguer aussi le fait que quand on a une capsulite d'un côté, effectivement, on va compenser avec des attitudes vicieuses. Et du coup, on peut avoir des douleurs de l'autre côté, des douleurs dans la nuque, dans les dorsales, même dans les lombaires, en fait, parce qu'on essaye de compenser pour ne pas avoir mal. Donc, il faut bien distinguer les deux. Et le risque de récidive, vraiment, sur l'autre épaule, il est de 10-15% selon les études. Donc, assez faible, mais pas inexistant. Bon, vous inquiétez pas. Ça Vous va avez vu, aller. Brigitte, bon, une fois qu'on vous aura coupé tout ce qu'il y a dans l'épaule au cutter et qu'on l'aura recousu tranquillement après avoir tiré énormément, je pense que ça ne reviendra pas. Un sac par-dessus. Voilà. Merci Abigail de nous avoir rassurés, Avec je plaisante bien plaisir. sûr. Avant de poursuivre, on accueille celui qui a les épaules larges pour diriger cette production pleine d'effets spéciaux. C'est Stan Gusman. Ah, il n'est pas venu seul. Oui, je suis pas venu seul. Je vous présente Oscar. Vous savez, Salut, le Oscar. squelette de nos cours de SVT, vous Mais vous en oui. souvenez? Bon, comment tu vas? Dis bonjour. Ouais, bon, il est pas très bavard, c'est parce qu'il est pas au top. Pas vrai, poteau, hein? T'as mal à l'épaule, toi aussi? Ouais, oui, à force d'être manipulé dans tous les sens, il a l'épaule en vrac. Il est comme nous, Oscar. Il a subi des gestes répétitifs pendant des années. Flexion, extension, rotation. Dans sa vie de cobaye, il a fait plus d'exercices qu'un prof de fitness. Résultat, tendinite et même capsulite. Tu me dis si je dis pas de bêtises, hein? Ouais, non, il veut pas parler, il est pudique. Il est Même. timide, hein. Bah oui, il souffre en silence, il nous embête pas avec ses problèmes de santé. Lui. Bref, alors pour éviter qu'Oscar n'ait souffert pour rien, laissez-moi vous expliquer pourquoi son épaule, qui est l'articulation la plus mobile du corps humain, lui fait mal. On commence par la tendinite. En fait, quand on lève le bras, il y a un tendon qui relie l'os au muscle. Quand on passe sa vie à le lever ou à le baisser, un peu comme ça, vous voyez, hop, 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 voilà. Ce tendon frotte l'os, on arrête, pardon, désolé, c'est pour la démo. Ça frotte encore et encore, il s'irrite, il gonfle et devient moins souple. On peut encore bouger le bras, mais on douille. Mais il y a pire que ça, la capsulite. Alors Ah, ça, tcha, tcha. là, ça c'est l'enveloppe qui entoure l'épaule qui se colle à l'articulation à cause d'une inflammation. L'épaule gèle, tant et si bien qu'on ne peut plus la bouger. Et alors là, pour les causes, comme disent les jeunes, c'est mystère et boule de gomme. Bah oui, certains disent que c'est le diabète, d'autres que c'est la thyroïde ou les effets de la ménopause. Une chose est sûre, le stress n'y est pas pour rien, car vous savez, le stress, où est-ce qu'il a une fâcheuse tendance à se loger? Ici. Ouais, désolé mon pote. Oui, l'épaule est un sac à dos émotionnel. Et Oscar, comme nous tous, il a une grosse charge mentale. Il a porté sur ses épaules les angoisses des élèves avant le bac, les crises existentielles des 3e B et même les chagrins d'amour de Sophie, la déléguée de classe. Oui, à force de tout encaisser, il est passé de l'homo erectus à l'homo dolorus et il souffre de douleurs musculo-squelettiques comme 50% des Français. Sur ça, avec Oscar, on va y aller. Tu dis au revoir à tout le monde, Oscar? Allez, salut tout le monde! Ah, le pauvre, désolé copain. Tu sais quoi, on va rentrer. Voilà, faites-lui un bisou. Moi, je vais lui faire un bouillon d'os. Il sera heureux. Je le ramène tranquillement à la maison. Bah, dis donc, je suis jaloux, moi. Je sais pas ce qui se passe. Non, mais pas de ça chez nous. Oscar, tu me la laisses. Tu me la laisses. Un truc qui m'a submergée, mais un truc, mon vieux, incroyable. Merci Stan Gusman. Allez, j'ai pas. Allez, on ne pouvait pas évoquer les problèmes et les douleurs de l'épaule sans invoquer notre kiné-star que vous connaissez aussi, Abigail. Vous, on vous laisse à vos petits patients. Et lui, il va nous permettre de faire les devoirs à la maison. Aymeric Vervaard, alias M. Ton Kiné, est avec nous. Il va nous conseiller quelques exercices pour prendre soin de ses épaules. Ça va, Aymeric? Pleine forme. Moi, je veux bien être votre cobaye aujourd'hui. Parfait. Alors, on va dans un premier temps faire un focus donc, sur la capsulite, puisqu'on démarre l'émission avec ça. Après, on parlera des douleurs en général et de leur prise en charge. Si on revient sur la phase douloureuse, donc la phase raideur et la phase récupération, vous allez nous montrer pour chacune de ces phases un exercice qui est tout simple à faire chez soi. Exactement. 3 phases, donc 3 exercices. Dans la première phase, on l'a vu, c'est très douloureux, donc on essaye vraiment de juste soulager la douleur. D'accord. Exercice qui en général marche très bien chez les patients, ce qu'on appelle le pendulaire. Je vous arrête juste 2 secondes. Si on n'a pas de capsulite, mais qu'on a une petite douleur, ça On peut le marche faire aussi. quand même, le pendulaire, on veut sur une douleur d'épaule, souvent ça soulage. D'accord. Ça a un petit effet antalgique, antidouleur qui est intéressant. Voilà. Je me penche en avant, je prends appui sur une table ou autre, et là je vais juste laisser pendre mon bras. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'être relâché et de le laisser pendouiller comme ça, de faire des petits C'est ronds hyper dans agréable, un en sens tout ou cas. dans l'autre. Oui. Là vraiment dans cette phase-là, on essaie de ne pas faire d'exercice, souvent ça redéclenche. Par contre ça vraiment, on sent qu'on vient étirer, que ça relâche au Dos niveau de droit. l'omoplate. Dos comme on préfère. Il n'y a pas d'idée, c'est est-ce que je suis un peu penché, beaucoup penché? Là ce qu'on veut Voilà, c'est on faire laisse du faire bien. la pesanteur et on détend, On quoi. teste et en effet, Ok. on trouve un petit peu ce qui nous fait du bien. Ok. Dans la deuxième phase, ce qu'on veut, c'est lutter contre la raideur. Et en général, on se retrouve avec des patients qui deviennent moins douloureux, mais qui ne peuvent plus décoller leurs bras. Donc là, on va plutôt essayer de faire des étirements. Pour ça, j'ai ramené un excellent outil.
Le manche Je à vous montre balai. l'exlo et attention, ce sera à vous de le refaire derrière. Ok. On va travailler la rotation. On vient passer le bâton derrière le bras. Avec la main opposée, on vient ensuite tirer. On m'avait déjà perdu là. Là, j'ai une bonne amplitude, mais chez un patient qui a une capsule en face froide, il est plutôt bloqué ici. Donc on y va doucement. Ce qu'on veut, c'est essayer de tenir 30 à 60 secondes avec une légère douleur. Mais là, on Parce que- s'aide de la cuisse ou c'est Là, pas c'est pour pouvoir avoir une main libre parce que j'ai un petit côté italien qui fait que je parle un peu comme ça. Mais en fait, je vais m'aider avec ma main et je vais essayer de majorer. C'est à vous. Mais vous m'avez perdu déjà, je sais pas par où J'aime on bien l'a parce fait que les passer. patients au cabinet, c'est exactement ce qui se passe. Moi, Voilà. non, mais moi j'ai un Donc problème l'idée, de... c'est que vous le prenez pouce vers le haut, vous prenez le bâton ici, Non, j'ai un problème de géométrie dans l'espace. et là, vous venez pivoter, et parfait, et là, Ah oui, d'accord. exactement. Donc là, vous êtes plutôt très mobile, on essaie de rester bien droit, de ne pas tricher avec le dos, et en faisant N'est-ce ça... pas que je suis souple, Émeric? Oui, regardez, si vous montez ici, laissez comme vous faites, là et là, là, on a la rotation. Là, on voit qu'il y a une très bonne rotation, un patient qui a une capsulite, il est limité bien avant ça. On dirait un spectacle de majorette. Magnifique. Je suis tellement contente que vous me disiez que j'ai une bonne rotation. Alors attention, on va tester le prochain exercice Oui. qui sera la 3e phase. Oui. Oula, me fouettez pas. C'est pas parce que j'ai une bonne rotation qu'il faut me punir. Donc, Alors. une fois qu'on a soulagé la douleur, remis un peu de mobilité, on va essayer de restimuler les muscles et les tendons de D'accord. l'épaule. Donc ça, on prend vraiment les élastiques les plus légers qu'on peut trouver. Hop, on marche dessus. Et là, on va simplement venir pousser. Vu que les D'accord. patients sont un peu raides, en général, ils ont un peu de mal. Donc, on essaie vraiment d'aller chercher vers le haut et vers l'arrière, les coudes bien tendus. Et je reviens. Là, à mon avis, Mais le problème, c'est que vous allez être doué. je vais lever les bras et tout à coup, vous allez découvrir que je suis nue, hein, parce que... Regardez. Nickel, Bon, tendez à ça fond, va, à fond, ça à va. fond, à fond. Un peu plus vers l'arrière. Non, c'était pas oui. pour me, c'était pour ne pas trop Et me on dévêtir redescend. comme ça. Ouais, très bien. Et vous redescendez. Donc avec ça, on fait un peu de renforcement. Pas mal. Et on redescend. All right. Vraiment, sur la capsulite, les exercices à faire à la maison ça fait sont du bien, je vous jure. extrêmement importants. On a vu que ça durait 6, 12, 24 mois. Donc c'est plein de petits exercices Ah, ça me fait du réguliers bien. qui vont faire du bien. Non, mais ça, Ça, franchement, même fait sans un bien de dingue. capsulite, hein, c'est un bon exercice d'étirement qu'on peut conseiller chez plein de Alors, patients. Sarah, il va falloir finir l'émission parce que moi, Oui, c'est ça. je Allez-y, vais aller m'étirer. continuez Agathe. En attendant, Aymeric, en fait, moi j'ai un problème. J'ai de plus en plus mal aux épaules et je crois savoir pourquoi. Ouais. Regardez les images. En fait, c'est ma position, je pense, au travail, au bureau. Je me tiens courbée. J'arrive pas à trouver la bonne position. Est-ce Elle que est vous Julien pouvez... Courbet. Ouais, c'est ça. Oh, Julien, elle est- j'aime elle bien. est pas mal, celle-là. Pas mal. Elle a tous les talents, celle-là. Pardon. Alors, j'aimerais bien avoir des conseils. Moi, justement, on va reprendre ce petit élastique facile. Ce qui peut faire du bien de temps en temps, quand on passe beaucoup de temps au bureau, c'est de restimuler un peu les muscles de l'épaule. Donc, par exemple, très simple, avec ce petit élastique, je garde mes coudes collés. Et là, je vais écarter et relâcher. En faisant ça, on va stimuler la musculature à l'arrière de l'épaule. Et quand on est un peu tout le temps avachi dans la même position, ça permet de restimuler un petit peu tout le corps, soit en dynamique, soit juste je tiens 30 à 60 secondes. Ça, dans un petit tiroir ou sous le canapé, ça peut permettre de venir un petit peu remobiliser le corps quand on travaille longtemps sans faire de pause. Ok, merci. Merci donc à Abigail qui nous a donné les explications tout à l'heure. C'est là que je On vois va pourquoi se- je mets se des chemises et rasseoir. pourquoi il met des t-shirts. Ne dites pas ça, ne dites pas ça. C'est la même chose, mais on est un peu plus... Compact. On va maintenant plonger plus en profondeur Regarde. dans ce qui peut nous gâcher la vie. C'est la douleur en général. Et la douleur de l'épaule, elle est lancinante, elle est bien plus envahissante que d'autres parce que l'articulation est pendante et rien la soulage vraiment. On a les exercices que nous a donnés Aymeric, mais bon, ça reste quand même une douleur qui est extrêmement envahissante. Notre prochaine invitée, elle est algologue, c'est-à-dire médecin spécialisé dans le traitement de la douleur. C'est dire si nos espoirs se tournent vers elle là maintenant. Bonjour, c'est le jeu des chaises musicales. Bonjour, Marie-Hélène Delmotte. Merci d'être sur le plateau de Bel et Bien Ensemble. Vous travaillez au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur à l'hôpital de l'Arrêt-Boisière à Paris et vous êtes spécialisée dans la prise en charge de la douleur chronique. Alors, avant de commencer, dites-nous en 2 phrases à quoi ça sert la douleur, qu'on comprenne, parce que parfois on se dit mais c'est d'une injustice. Alors, ça peut être très injuste. C'est-à-dire que la douleur, c'est un signal d'alarme. Ça sert à nous dire, attention, il se passe quelque chose. Il existe une maladie, en 2 mots, génétique, où on a des insensibles congénitaux à la douleur. Il n'y a plus de sensation. Alors, on croit que c'est bien, mais finalement... Pas du tout. Ils meurent très jeunes parce qu'ils vont mourir d'une appendicite. Ils vont mourir d'une cholécystite, la moindre. Ils sentent rien du tout. Donc, en fait, la douleur, c'est un signal d'alarme. Ça vous dit... Stop, arrête, va voir ou arrête de faire ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire de te couper le doigt ou de te brûler. Donc c'est un signal d'alarme qui est vital. On a absolument besoin de la douleur pour survivre. Sinon, on meurt. Sans douleur, clairement, on meurt. Donc c'est... Le problème, c'est que la douleur
aiguë, elle nous amène à aller chez le médecin et à prendre en charge la cause. Le souci, c'est que quand cette douleur va durer très longtemps ou être très répétitive, elle va devenir chronique. Et une douleur chronique, ça devient une maladie en soi. Elle peut s'autonomiser de la cause initiale. Ça veut dire que le cerveau, finalement, fait une mauvaise utilisation du signal? C'est encore un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, le système nerveux va se modifier. Et en fait, il va se mettre en autonomie sur la douleur. Donc, c'est à la fois la cellule nerveuse qui se modifie, les voies de la douleur et le cerveau. D'accord. Si vous avez un zona, vous avez une éruption, vous avez mal parce que le nerf est irrité. Un certain nombre de patients, ça va s'arrêter là. Et pour d'autres, ils vont faire des douleurs chroniques sur le zona. Il y a des répercussions. Quand on a mal, on dort mal. Moins on dort, en général, moins on se sent bien. C'est ça. Et puis, ça devient un cercle vicieux parce qu'il y a une partie de notre cerveau qui s'appelle le thalamus, qui est une zone très importante. Et en fait, il faut imaginer ça. Là, je vois ici, il y a plein de fils partout. Et ben, c'est pareil, c'est un hub dans lequel vous avez toutes les informations de douleur et toutes les émotions qui passent. Et à un moment, plus vous avez mal, plus vous avez des émotions négatives, plus vous avez d'émotions négatives, plus vous avez mal. Ouais, c'est le cercle vicieux et on n'en voit pas l'issue, c'est ça qui est terrible. Alors, parlez-nous un petit peu de votre métier, docteur. Par exemple, quelqu'un vient vous consulter pour une douleur extrêmement aiguë, donc on va dire la capsulite, puisque c'est notre thème. Quelle est la prise en charge? Alors, la prise en charge, elle est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que justement, on va essayer de voir s'il y a des facteurs d'entretien, des facteurs émotionnels. Est-ce qu'il y a des soucis au travail, est-ce qu'il y a des soucis à la maison, est-ce qu'il y a des traumatismes physiques, psychiques à l'origine? Parce que si vous ne les prenez pas en charge, on n'arrivera pas à avancer. Ensuite, il va falloir regarder ce qui se passe au niveau professionnel, au niveau familial. Comment ça se passe à la maison? Est-ce qu'il y a de l'aide? Est-ce qu'il n'y a pas de l'aide? Est-ce qu'au niveau du travail, on peut améliorer l'ergonomie du poste de travail? Enfin, il y a tout un travail à faire là-dessus. Après, il y a la partie médicaments. Et puis après, il y a tout le reste. C'est-à-dire tout ce qui va être non médicamenteux, qui est extrêmement important. Parce que alors, prendre des antalgiques à vie, ce n'est pas une bonne idée. Oui, personne n'a envie de prendre un médicament à vie. Du tout. Donc là, nous, on est là pour accompagner. Si je prends la capsulite, on accompagne pour que ça dure le moins longtemps possible. Mais de toute façon, tout ce qui va être non médicamenteux, c'est à mettre en place. Et certaines techniques ne sont accessibles qu'en centre de la douleur. Alors justement, docteur Delmotte, face à cette douleur chronique, on entend tout et son contraire sur les méthodes que vous évoquiez, non chirurgicales, non médicamenteuses. Alors, qu'en est-il vraiment? Je vais vous présenter quelques méthodes. Vous me dites si ça marche ou si ça ne marche pas. OK. Alors, première méthode, c'est la musicothérapie pour réduire la perception de la douleur. Ça marche, ça marche? Oui, ça marche. Oui, ça marche. Il y a des études qui montrent que ça fonctionne. Alors, ça va fonctionner comment? Ça va fonctionner parce que quand on écoute une musique qui nous plaît, alors ça aussi, c'est important, parce que si vous n'aimez pas le rap, c'est pas la peine d'écouter du rap pour vous détendre, on va sécréter des endorphines, puisqu'on est bien fichu, en fait, face à la douleur. Il faut quand même savoir qu'on arrive à sécréter des endorphines, donc de la morphine naturelle. On a dans notre cerveau une partie on en parlera juste après, donc je parlerai à ce moment-là. Ne spoilez pas. Non, une partie qui est cortex préfrontal, qui est capable de moduler aussi. Et puis, on a aussi un système au niveau de la moelle épinière qui permet de bloquer la sensation. Ensuite, il y a l'hypnose médicale qui est utilisée dans de nombreux hôpitaux, donc non hôpitaux. Hôpitaux. D'ailleurs, ce sont des collègues belges qui ont vraiment prouvé tout ça. L'hypnose médicale, ça fonctionne. Alors, il y a, je dirais, 2 grands types d'hypnose. Il y a l'hypnose et l'auto-hypnose. Nous, on favorise en douleur l'auto-hypnose. Quand le patient il est très douloureux ou fait une crise, on n'est pas là à côté. Donc, il faut lui donner des outils, lui apprendre des techniques pour pratiquer l'auto-hypnose. Donc, ça s'apprend? Ça s'apprend. Voilà, il y a 5 séances avec quelqu'un qui leur apprend. Voilà, et donc comme ça rend le patient autonome et il peut utiliser ces méthodes chez lui. L'acupuncture. Alors ça fonctionne aussi. Maintenant, on le sait, c'est prouvé. C'est prouvé, ça y est, enfin. Alors, ce qui est prouvé, c'est que si vous mettez quelqu'un dans une IRM fonctionnelle et que vous faites une séance d'acupuncture, on voit qu'il se passe des choses au niveau cérébral. C'est fou, ça c'est sûr. Ça fonctionne. C'est pas forcément les énergies comme on entend, mais en tout cas, il y a des systèmes réflexes. C'est une explication, je dirais, qui convenait quand cette technique est très ancienne, qui est millénaire. Bien sûr, médecine chinoise. Il fallait pouvoir expliquer. Donc, on a parlé d'énergie. Non, on ne parle plus d'énergie. En revanche, ce sont des réflexes d'axone, mais il y a un substrat tout à fait réel derrière. Alors, attention, c'est un peu plus précis, la neurostimulation transcutanée. C'est une petite machine qui envoie des courants électriques pour moduler les signaux de douleur, si j'ai bien compris. Alors ça marche très, très bien. Dans beaucoup de douleurs, et je vous ai ramené un appareil pour vous montrer que c'est vraiment pas grand. On a un bouton marche-arrêt, on choisit les programmes, ça c'est défini avec votre médecin, et puis on va mettre plus fort, moins fort.
Et c'est relié à des électrodes qu'on va aller placer aux endroits douloureux. Le bémol, c'est qu'il n'y a qu'un médecin qui est formé à la douleur qui peut vous le prescrire. Donc votre médecin généraliste, s'il n'a pas une formation, il ne peut pas. En revanche, c'est remboursé par la sécurité sociale, donc c'est quand même toujours très intéressant à savoir. Pas les électrodes, ça c'est de votre poche. Il y a toute une éducation thérapeutique pour savoir comment on s'en sert, parce que si vous en servez mal, ça peut vous faire plus de douleur que de bien. Il y a Aymeric qui acquiesce. Voilà, mal utilisé, c'est une catastrophe. Et en fait, on va venir, mais vous connaissez tous ça, hein, vous êtes tous cognés le coude. Oui. Premier geste que vous faites, c'est vous frotter. Ouais. Et ça atténue la douleur. Pourquoi? Parce que vous allez venir stimuler des fibres qui transmettent les sensations. Et ça arrive plus vite au cerveau que les fibres qui emmènent la douleur. D'accord. Donc ça fait un effet de coupe-circuit. Le cerveau entend votre frottement ou le bisou magique pour l'enfant et il fait moins attention à la douleur. C'est la même chose. Le Cet fameux appareil, bisou magique, ça marche bien. Voilà, c'est un appareil bisou magique. Et alors le dernier, ça m'intéresse vraiment parce que j'ai entendu que ça marchait pour, par exemple, les névralgies, dont la névralgie d'Arnold qui est absolument atroce. Donc là, on stimule le nerf vague transcutané basse fréquence. Alors, je reprends mon appareil, je relève mes électrodes et je ne l'ai pas ici, mais on branche l'électrode comme vous voyez là. Ça se met au niveau de l'oreille gauche, pas droite. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une branche du nerf vague, la branche auriculaire du nerf vague, elle est plus accessible à gauche qu'à droite. On va venir stimuler le nerf vague. Le fait de stimuler le nerf vague, c'est un nerf qui est anti-inflammatoire. Il est top pour la digestion. Exactement. C'est un nerf qui va baisser le stress. Oui. Donc, quand on est douloureux, on est stressé et on entretient sa douleur. Si je baisse le stress, je vais aller beaucoup mieux. Et donc, ça se sert, c'est pas que... C'est immédiat, on fait une séance, ça marche? Ah oui. On fait 2 séances de 20 minutes par jour, mais on s'en sert dans l'algie vasculaire de la face, on s'en sert dans le syndrome de l'intestin irritable, on s'en sert dans l'endométriose, on s'en sert dans la fibromyalgie, c'est un couteau suisse. C'est à la maison. Couteau suisse. Ah oui, parce que moi, vous savez que je suis une folle du nerf vague. Il faudra qu'on discute, docteur. On peut en parler pendant 24 heures sans s'arrêter, si vous voulez. Pas de problème. Je suis sûre que j'aurai des choses à vous apprendre. N'importe quoi. Peut-être. Non, croyez-moi, non. L'expérience des patients, retour patient, c'est toujours très important pour le médecin. Oui, mais les patients cinglés comme moi, je ne suis pas sûre, docteur. Je vous expliquerai. Arnaud, ce serait pas l'heure de votre happy thérapie? Complètement. De venir avec moi parce qu'on l'a vu avec vous, Agathe, tout à l'heure, il vous savez faire des petits exos et il y en a un que vous avez qui est un révélateur pour connaître la flexibilité de vos épaules. Ouais. Nous, on en a un au Pays Basque qui n'est pas remboursé par la Sécu. Je vais vous montrer, c'est comme ça et vous vous mettez, il y a une banda qui joue de la musique et vous faites comme ça là. Ouais, vous avez jamais fait ça? Vous pouvez sauter, ouais. On fera... Donc, un petit paquito, ça peut être une fin de rééducation. Voilà. Donc, en gros, vous m'avez dit qu'on fait comme ça. Ouais. Et si on arrive à dépasser, si vous voyez mes oreilles, c'est bon signe. Exactement. En effet, pour tester, est-ce que oui ou non, on a assez d'amplitude en flexion, on va venir garder les coudes tendus, la tête droite, et j'envoie mes bras le plus en arrière possible. Et là, par exemple, chez vous, c'est nickel, on voit bien l'épaule. Mais moi, j'ai des patients au cabinet, quand ils le font, en fait, je ne vois pas les oreilles parce que l'épaule ne va pas assez loin. Donc là, tout le monde peut le tester. Est-ce que lorsque je lève les bras, j'arrive à aller passer derrière mes oreilles? Et là, j'en vois qu'ils trichent en baissant la tête. Non, la tête doit rester bien dans l'axe. Donc ça, c'est un excellent test qu'on peut faire. C'est important de garder cette flexion d'épaule parce qu'en fait, on la perd si on ne l'entretient pas. Et c'est fonctionnel pour aller mettre des choses en hauteur, porter des affaires, etc. Dans le cas où c'est un peu raide. C'est ça, parce que j'en vois dont le regard s'est durci et qui, devant la télévision, doivent se dire « Oh, j'y arrive pas ». Ce qui était un peu comme ça. Ouais, c'est ça. On fait un petit exercice très simple. L'idée, c'est de le faire sur un banc, sur une chaise. On va mettre les 2 bras tendus, on va les poser en appui, se mettre à genoux directement au sol. Et là, je vais me laisser descendre le plus bas possible. La tête est relâchée, les épaules sont relâchées. En faisant ça, on va vraiment venir faire la flexion maximale dans l'épaule, dans le haut du dos. La position est particulière. Ça dépend de l'angle. Je suis obligée d'en parler. Mais Agathe, c'est vous qui m'avez demandé de me mettre ici. Mais non, mais... Et on se laisse bien... Je remets mon temps à la science, mais... 30 à 60 secondes, on évite les à-coups, on se laisse descendre progressivement en soufflant bien. Et ça, en le faisant régulièrement, faut que personne ouvre la porte à la maison, puisque... Je sais pas comment est la maison chez vous. Et du coup, ça marche en tout cas. Clairement, les patients le font régulièrement. Et là, on va récupérer cette flexion d'épaule. Je pense que vous pouvez arrêter. Vous êtes bon. Hein. Il est comme un possédé. Je veux récupérer cette flexion alors qu'il l'a déjà. Merci. Avec plaisir. Merci, Aymeric. Bon, j'espère que vous l'avez fait à la maison. Ce sont des exercices que vous pouvez faire évidemment en prévention aussi. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, Aymeric. Merci beaucoup, docteur Marie-Hélène Delmotte. C'était passionnant. Merci. Merci, Monsarou. Bel et bien ensemble, c'est fini pour aujourd'hui.
Ne pleurez pas, oh, ça me gêne. On va se retrouver très vite, dès demain par exemple, à 9h55 sur France 2. En attendant, il y a une injonction, c'est de prendre soin de vous. À demain.